vous-même? Nous avons simplement partagé, madame, nous n'avions pas le beau rôle, nous avons simplement partagé les conclusions et les recommandations de la mission conjointe Organisation internationale de la francophonie, Organisation des Nations Unies, qui est venue faire l'appréciation du processus de révision du fichier électoral et qui a fait des recommandations. Il se trouve que ces recommandations ont été acceptées par le président de la CENI et par la plénière de la CENI et que d'une certaine façon, à quelques semaines, plus ou moins, il recoupe un peu le calendrier que la CENI a mis en place. Et si les séquences présentées par la CENI sont respectées, je pense qu'on reste dans des délais raisonnables pour la finalisation du processus de révision. Mais pas dans les délais constitutionnels. Il n'y a pas d'option pour respecter les délais constitutionnels ou ça existe encore? Eh bien, ceci a été présenté dans le cadre de ce qui a été appelé la première option, qui, au moment même de sa présentation, il y a quelques mois, était déjà obsolète. C'est-à-dire qu'il fallait simplement utiliser 3 mois pour procéder à un rapide dépoussiérage de la liste électorale de 2011 pour aller à des élections. Il se trouve que dans la présentation de la CENI, nous avons réussi à avoir 3 descriptions des 3 entités, la majorité présidentielle, l'opposition et la société civile, qui tous utilisaient des termes presque les mêmes. Fichier électoral 2011 corrompu, fichier électoral 2011 non fiable et fichier électoral 2011 infecté. Avec des qualificatifs comme ça et des épithètes comme ça, on ne peut pas penser qu'on peut utiliser un tel fichier qui recueille si peu d'adhésion pour pouvoir aller à des élections dans 3 mois. D'où l'exercice des options 2 et 3 qui ont été déroulées. Mais je précise qu'il appartient aux acteurs politiques congolais, toute obédience confondue, de décider sur la base des présentations qui leur ont été faites, quel est le meilleur chemin qui peut conduire ce pays à des élections apaisées, inclusives, transparentes, qui permettront aux Congolaises et aux Congolais qui souhaitent exercer leurs droits civiques de le faire dans des conditions de sécurité et de sérénité et que le vote des Congolais traduise le résultat des élections dans le choix des hommes et des femmes qui vont diriger ce pays. Qu'est-ce qu'il sort sur l'exposé aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons parlé de l'évaluation du processus électoral et nous avons voulu, parce que c'est la question cruciale pour laquelle nous sommes venus ici, pour savoir est-il possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Le président de la CENI a fait sa présentation. Il a commencé depuis 1957, s'il vous plaît, jusqu'en 2016, tout en montrant toutes les difficultés rencontrées. Mais le plus important, c'est qu'il a levé 3 options, proposé 3 options. Première option, est-ce que nous pouvons aller aux élections directement, maintenant, avec les fichiers de 2011, avec ses avantages et ses inconvénients. Avantage, c'est que ça respecte notre constitution. Inconvénient, il y a des décédés, il y a des omis, il y a le jeune qui ne seront pas là-dedans et il y a les Congolais de l'étranger et les gens qui ont perdu leur pièce. Et nous avons la deuxième option, c'est la fiabilisation partielle. Malheureusement, les décédés restent toujours dans les fichiers. Et là, il faut encore un délai. C'est hors délai constitutionnel. Troisième option, c'est la refonte du fichier électoral. Là, nous sommes au-delà des délais constitutionnels. Et pour le président de la CENI, il faut 16 mois, 1 jour. Et après le président de la CENI, parce que nous voulons travailler dans la transparence, nous avons dit que nous allons porter sur nous les frustrations, les revendications, les doutes et même les suspicions des sections dehors. Nous avons invité l'expert des Nations Unies pour nous présenter aussi les rapports de l'audit et de l'évaluation du processus électoral. Il y a eu des points de convergence, il y a eu certainement quelques points de divergence et je voudrais demander au président de la CENI de résumer rapidement ce qu'il a dit aujourd'hui. Et moi, je vous dirais... C'était une opportunité que nous cherchions depuis plus de 10 mois. Il fallait trouver un cadre qui nous permette de présenter les contraintes qui nous lient à l'organisation des élections. Nous, c'était donc l'opportunité de présenter d'abord l'historique, la version historique des élections en République démocratique. Et nous sommes allés jusqu'avant l'indépendance, jusqu'à nos jours. Nous avons ensuite identifié les problèmes que nous connaissons aujourd'hui en termes de fichiers et qui trouvent son origine à partir des options politiques levées à un certain moment. Et c'était question de dire aux dialogants que s'ils ne prennent pas de nouvelles options, même en 2030, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui resteront des dégâts.
Nous en avions profité également pour présenter, on ne peut pas parler des élections sans penser à son système électoral, le système électoral. Nous avons plus ou moins disséqué ce que nous avons vécu à terme d'expérience sur le système électoral utilisé au Congo, avec les conséquences. C'est une analyse qui permettrait aussi aux dialoguants de réfléchir sur comment on doit pérenniser les élections. En proposant, bien entendu, dans les jours à venir, des exigences qui feraient qu'en 2021 ou en 2026, que le problème des délais constitutionnels se pose. C'est de ça qu'il est question. Nous, le comodérateur nous a plus ou moins orienté dans le sens que nous allons poursuivre demain avec les autres questions liées entre autres aux séquences des élections et à la problématique du calendrier. Mais est-ce que ça veut dire que vous avez tranché sur les 3 options aujourd'hui? La meilleure des options de ces 3? Les options, d'abord nous voudrions dire que la compétence de ces questions, c'est la Commission électorale nationale indépendante. On peut discuter sur des options. Et la vérité est que nous avons déjà commencé l'enrôlement et l'identification des électeurs au niveau du Nord Ubangi. Qu'est-ce que ça signifie? Au Nord Ubangi, nous donnons la carte d'électeur simultanément avec l'enrôlement. Mais en même temps, nous récupérons l'ancienne carte en l'oblitérant. Donc aujourd'hui, c'est un processus que la CENI poursuit normalement. Et les dernières statistiques indiquent que nous avons déjà enrôlé plus ou moins 230 000 électeurs. Est-ce que allons-nous encore revenir sur l'enrôlement et dire que non, on arrête l'enrôlement et faire autre chose? Ça, ce sont des options qui ne dépendent pas de nous. Ça sera des questions qui sont des discussions des politiques. Nous, on est ici comme experts pour donner des orientations techniques et des exigences techniques à toute option qui pourrait lever. La question du calendrier sera de la même manière. Notre compétence de publier un calendrier, nous attendons des indications qui viendront de ces politiques pour nous permettre de publier un calendrier. Les indications, ça veut dire qui permettrait un calendrier consensuel. La CENI a présenté les options aujourd'hui. Et je vous ai dit que les Nations Unies aussi l'ont fait. Et chaque option a ses contraintes. Et pour chaque option, puisque je voudrais que cela soit entendu par tout le monde, pour chaque option, hélas, les Congolais, les responsables doivent se rencontrer pour dire que nous, Congolais de la majorité, comme de l'opposition de la société civile, nous acceptons les fichiers de 2011, par exemple. Et là, nous allons dans les élections dans un délai plus ou moins constitutionnel parce que les Nations Unies ont bien indiqué que même pour les fichiers de 2011, la date limite, c'était la session de juin 2016. Ces fichiers-là ont été qualifiés, et aujourd'hui tout le monde l'a réaffirmé, par la majorité présidentielle de corrompus, par l'opposition politique d'infectés, par la société civile d'inappropriés. Et donc, comment, face à une situation comme ça, vous allez demander à la CENI d'avancer? Non, nous devons avoir le courage de dire est-ce que nous acceptons ces fichiers-là malgré ces imperfections? Il me semble que personne ne veut prendre ce courage-là. Il y a la deuxième motion qui a été présentée, aussi bien par la CENI, les Nations Unies et l'OIF. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut fiabiliser partiellement? Et la troisième motion, bien sûr, la réforme totale. Donc, la discussion que nous aurons demain, ça sera d'abord le débat général, et la question est tellement importante qu'on ne peut pas trancher demain. Donc nous allons discuter en toute responsabilité. Je répète encore une fois, nous portons sur nous la responsabilité de tout le monde. Nous ne sommes pas venus ici pour boutiquer contre le reste des Congolais. Nous savons ce que veulent. On ne peut pas trancher comme ça sans comprendre pourquoi il n'y a pas eu élection. Bien sûr, nous allons établir des responsabilités. Il y a eu tergiversation, il y a eu des manœuvres dilatoires qui nous ont causé ces retards. Mais ce n'est pas l'heure du jugement. Maintenant, c'est l'heure de donner des solutions. Nous ne voulons pas qu'il y ait des soulèvements populaires alors que nous pouvons trouver une solution pacifique. On recourt à l'article 64 quand on a épuisé toutes ces voies pacifiques. Voilà, c'est ça notre choix et c'est le choix où nous engageons de porter les frustrations, les revendications de tout le monde. Ceux qui sont dehors, tous ceux qui sont dedans. Par exemple, aujourd'hui, j'ai présenté publiquement la liste signée par Mando Simba au nom de G7, des prisonniers politiques, signée par Kyungwa Kumwanza, des prisonniers politiques. Le ministre Tambo Mwamba nous a donné les assurances. Il m'a même dit que
sa commission qui travaille, on peut y adjoindre un opposant pour étudier au cas par cas les gens qui sont libérables, puisque nous sommes quand même dans un état de droit. Voilà, et on a parlé de télévision fermée, aussi bien au Katanga qu'à Kinshasa. Donc c'est-à-dire que nos travaux avancent bien. Malheureusement, l'expert des Nations Unies qui est avec nous ici, on l'a bousculé, il est derrière là. Il ne peut parler qu'avec l'autorisation de son chef, parce que ce n'est pas lui qui avait fait ce travail. Mais à tout moment, je crois que les Nations Unies peuvent vous confirmer ce travail. On a disponibilisé les documents de la CENI aujourd'hui, avec la clé USB. Demain, on va disponibiliser les documents des Nations Unies et de l'OIF pour que vous, médias, vous puissiez de temps en temps faire vos propres analyses et dire où nous allons et comment nous pouvons atterrir pour que l'Afrique subsaharienne puisse renouer avec les élections réellement démocratiques comme c'est le cas en Afrique de l'Ouest. Son Excellence James Swan, numéro 1 de la diplomatie américaine en RDC, a rendu visite en ce mardi 6 septembre 2016 au président du Rassemblement Etienne Tshisekedi Wamulumba en sa résidence à Limete. L'ambassadeur des États-Unis, qui est en fonction à RDC depuis 2013, a été accueilli à sa descente de véhicule par le secrétaire particulier du président Etienne Tshisekedi en la personne de l'abbé Théo Chilumba, qui avait à ses côtés également le numéro 1 de la politique extérieure du parti UDPS en la personne de Félix Antoine Tshisekedi. Pendant près de 60 minutes, l'ambassadeur américain a pu discuter de la politique, du dialogue ainsi que des perspectives d'avenir avec le numéro 1 du rassemblement en la personne d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Après ce fructueux entretien, il a bien voulu nous accorder à Code 243 la primeur de cette discussion qu'il a eue avec le Baoba de l'opposition à RDC en la personne du docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je vous prie de suivre attentivement cet entretien. Par le président du Rassemblement, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous dire ce qui a été la quintessence de votre rencontre? D'abord, j'ai été content de constater que le président de l'UDPS est revenu au pays et il est en meilleure santé. J'ai eu l'occasion de parler avec lui il y a presque 3 ans. Suite à mon arrivée ici en tant qu'ambassadeur et évidemment j'étais content de le revoir présent de nouveau à Kinshasa. Nous avons surtout évoqué des questions liées au dialogue et à la politique actuelle au pays. C'était évidemment un entretien privé parmi nos deux groupes, mais je crois l'essentiel c'est que j'ai évidemment souligné la politique de notre gouvernement, qui est que nous sommes toujours inquiétés par les risques d'une confrontation politique vers la fin de l'année si les différents acteurs politiques n'arrivent pas à trouver un accord en amont. Nous pensons que le dialogue est important pour qu'on arrive à résoudre quelques questions d'importance capitale pour le pays et nous encourageons les partis politiques et la société civile d'y participer. En même temps, nous constatons de l'importance des mesures de décrispation, des mesures qui renforceront la confiance parmi tous les acteurs politiques et de la société civile au pays. Nous saluons les mesures prises récemment par le gouvernement
mais nous encourageons qu'on fasse davantage, qu'on fasse encore des mesures de ce genre afin de créer un climat propice pour le dialogue inclusif avec une masse critique, avec la grande partie des acteurs politiques au Congo. Revenons sur cette grande partie, Excellence. Le rassemblement avait récusé la présence d'Edem Kodjo. Je crois que ce sujet est revenu encore sur la table. Non pas seulement cela, mais également cette inclusivité dont vous parlez. Pas plus tard qu'aujourd'hui, la CENCO vient de déclarer qu'elle risque de sortir de ce dialogue. Quelle est la véritable position des États-Unis à ce stade? Évidemment, c'est important d'avoir autant d'acteurs politiques et de la société civile que possible autour de la table. Mais on ne dirait jamais que quelqu'un est indispensable. Je crois que l'important, c'est d'arriver à une masse critique et de créer un climat, un forum dans lequel on peut prendre des décisions si importantes pour l'avenir du pays. Je vous remercie. Merci.